Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Mots croisés. Ce soir, nous allons parler de ces défis lancés à l'autorité du gouvernement et plus particulièrement au ministre de l'Intérieur. Calais, où les clandestins n'ont jamais été aussi nombreux, où ils s'affrontent, parfois poussant à bout les Calaisiens. Le barrage de Sivens, où un jeune manifestant est mort il y a 8 jours, tué par une grenade des forces de l'ordre, ce qui a suscité émotion, colère et manifestations violentes ce week-end. Pour en parler, nos invités sont la députée de la Somme et coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée, Barbara Pompili, bonsoir. Bonsoir. Le député socialiste de l'Essonne, Malek Bouti, bonsoir. Bonsoir. L'eurodéputé et vice-président du FN, Louis Alliot, bonsoir. Et le député maire UMP de Tourcoing, Gérald Darmanin, également porte-parole d'un des candidats à la présidence de son parti, Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Bonsoir. Tout au long de l'émission, vous pouvez réagir à leurs échanges sur les réseaux sociaux. Le journaliste politique de la rédaction de France 2, Guillaume Darret, viendra à 2 reprises faire un point sur vos réactions. Hashtag ou dièse mots croisés. Alors on va d'abord revenir sur l'affaire Sivens. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, rencontrera demain, jeudi et vendredi, opposants et partisans du barrage. Mais hier, elle semblait plutôt hostile à la poursuite du projet à l'issue d'une semaine de tensions entre gouvernement et écologistes. On écoute un aperçu de cette confrontation par médias interposés. Il est évident que le ministre de l'Intérieur a la responsabilité de cette situation. Dans un régime démocratique normal, le premier responsable, le ministre, s'en va. Il doit démissionner. Un certain nombre de propos qui ont été tenus ce matin sont des propos qui m'ont choqué, qui relèvent d'une instrumentalisation politique sans vergogne, d'un drame. Je ne peux pas accepter que dans un pays, on se déchire sur le drame humain qui vient de se produire près du barrage de Sivens. On dit que c'est des casseurs qui étaient au premier rang dans ces manifestations, mais en réalité c'est pas des casseurs, c'est des extrémistes politiques. Alors je ne dis pas que c'est les Verts qui soutiennent ces extrémismes, enfin ils sont ensemble. On ne peut pas construire un barrage sur un cadavre. On ne peut pas, au point de vue moral, ne serait-ce qu'en se passant du point de vue moral et éthique, continuer un projet dans de telles conditions. Aujourd'hui, une décision de construction d'un ouvrage tel que celui-ci ne serait plus possible. Ce que je vois, c'est qu'on a des manifestations violentes et qu'on a dans la foulée une ministre qui capitule en rase campagne. Gérald Darmanin, est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue de l'UMP? Est-ce que le gouvernement se couche? Mais quel gouvernement? S'il s'agit de soutenir l'autorité de l'État, les policiers, les gendarmes, tout en ayant évidemment de l'émotion pour la mort de ce jeune homme, oui, je soutiens Bernard Cazeneuve et l'autorité et la République et l'État de droit. On parle de la décision de Ségolène Royal. Voilà, mais s'il faut soutenir la décision de Mme Royal, qui finalement vient à l'encontre de ce qu'a dit Manuel Valls, à l'encontre de ce qu'a dit Bernard Cazeneuve, là, effectivement, le gouvernement ne sait plus où aller. La vérité, c'est que les propos de M. Cazeneuve sont les plus justes. Il y a dans sa propre majorité politique, notamment avec le groupe des Verts, des gens qui n'ont manifestement plus rien à faire ensemble. Il y a un divorce consommé, Mme Duflot l'a dit. Elle a dit que Manuel Valls les avait quittés dans le monde il y a quelques jours. Je pense que c'est assez dramatique la situation. Mais sur la décision d'arrêter la construction du barrage. Mais la France est un État de droit. Il y a une majorité, d'ailleurs le Tarn est gouverné par une majorité de gauche, plurielle. Le Conseil général choisit, le président du Conseil général a choisi de suspendre les travaux. Oui, il a des voies de aussi recours. Lancé un appel à l'aide au gouvernement. Il a dit arrêtez de vous décharger sur nous, prenez la décision. Je ne vais pas arbitrer entre un Conseil général de gauche et un gouvernement de gauche, il faut aussi être raisonnable. Je dis qu'il y a des voies de recours. Attendons dans un État de droit à la fin des voies de recours. Et puis il y a des élections cantonales. Si le Conseil général du Tarn doit être battu dans sa majorité de gauche, qu'il le soit en mars prochain. Mais ça ne sert à rien, effectivement, de pousser des manifestations jusqu'à défier les lois de la République. Louis Alliot, vous étiez favorable à ce que la construction cesse? Mais quand on en arrive à cette situation, évidemment, on peut se poser la question. Encore que la meilleure solution serait de demander aux populations locales de savoir ce qu'elles pensent de l'ouvrage. Comment? Un référendum local? Par le biais du référendum local, qui me paraît être là pour le projet en question, le seul dénouement valable, parce que sinon c'est évidemment une cacophonie entre un gouvernement de gauche, des Verts, il faut bien le dire, dans cette affaire qui pousse au crime, une majorité du Conseil général du Tarn qui est totalement opposée à ce que veut le gouvernement, pour un projet qui a déjà 10 ans d'âge. Et c'est là qu'on voit que la décentralisation n'a pas eu que des bons côtés, c'est le moins qu'on puisse dire, et que c'est le genre d'ouvrage qui devrait être de la compétence de l'État. Il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire aujourd'hui en France. L'État a capitulé au profit des collectivités locales et on voit bien que les collectivités locales, bien souvent, ne remplissent pas en quelque sorte le cahier des charges, leur rôle. Et je pense qu'il faut redonner à l'État son autorité
mais aussi son pouvoir dans les grands ouvrages qui sont ceux de l'aménagement du territoire. L'État prend ses responsabilités, là, pour le coup. Ségolène Royal prend les choses en main. Il les prend tardivement. Il a fallu malheureusement qu'il y ait un mort sur le site pour qu'il prenne les responsabilités, parce que sans la mort de ce jeune homme tragique, eh bien, il n'y aurait eu aucune décision sur le barrage en question. Barbara Pompili pousse au crime les écologistes dans cette affaire? Évidemment non, évidemment non. Nous sommes accablés par la violence, nous l'avons dénoncée depuis très très longtemps, d'où qu'elle vienne d'ailleurs, cette violence, et nous attendons beaucoup, comme tout le monde je pense ici, de l'enquête pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, et pas seulement pour la satisfaction de savoir ce qui s'est passé, mais pour éviter que par la suite ça se repasse, parce que on a quand même eu la mort d'une personne. Or, essayer de maintenir l'ordre public, c'est justement éviter ce genre de choses. Donc il faut absolument sortir avec la vérité sur ce qui s'est passé. Et puis sur le barrage, évidemment. Là, vous applaudissez le gouvernement pour une fois? Moi, je suis pas là pour donner des bons points et des mauvais points. Je considère que les écologistes l'ont un petit peu fait cette semaine. Non, on a dit ce qu'on pensait. Mais cette affaire de barrage, c'est une affaire qui est assez révélatrice de ce qui se passe, malheureusement pas que là, ailleurs. On a un problème d'association des populations à la prise de décision. Aujourd'hui, quand il y a une décision qui est prise, il y a, depuis les années 90, des procédures d'enquête publique, etc., suite à la Convention d'Aarhus, mais malheureusement, ces procédures sont incomplètes, elles ne permettent pas souvent aux personnes d'avoir accès à un dossier clair, les expertises ne sont pas contradictoires, et en gros, on nous demande est-ce qu'on est pour ou contre, mais on ne demande pas quelles seraient les alternatives, ce qu'on pourrait faire. Bref, il y a un vrai travail à faire aujourd'hui au niveau des enquêtes publiques et au niveau du débat public. Malheureusement, comme ce travail n'est pas fait pour l'instant, et il faut le faire, eh bien, quand il y a un problème, eh bien, on arrive à des manifestations et à des moments où ça peut malheureusement déraper. Moi, je regrette énormément qu'on en soit arrivé à cette extrémité-là, que certains en aient profité pour noyauter, parce que c'est souvent le cas, malheureusement, quand il y a des manifestations. D'ailleurs, quel que soit l'objet de la manifestation, des personnes qui noyautent pour aller en découdre, malheureusement, ça existe partout. Et des écologistes violents, ça existe aussi? Les écologistes sont par essence pacifistes. Et dans ceux qu'on a vu manifester, il y avait des écologistes qui n'étaient pas vraiment pacifistes. Dans ceux que vous avez vu manifester, il y a plein de gens qui n'ont jamais participé au combat écologiste. Et des écologistes qui se sont laissés entraîner par la violence de casseurs. Qu'il puisse y avoir des personnes qui puissent se laisser entraîner à un moment ou à un autre. Malheureusement, ça arrive partout, encore une fois, dans toutes les manifestations. Et ce sont des personnes qui, en général, le regrettent tout de suite après, parce que ce n'est pas l'objet de l'écologie, c'est la non-violence. Donc vraiment, les premières personnes qui ont dénoncé les violences qui se sont passées à Sivins, ce sont les écologistes. Les écologistes ont fait des communiqués, ont interpellé pour dire qu'il y avait des dangers. Donc surtout, vraiment, je m'inscris en faux sur cet amalgame, qui est un amalgame qui satisfait les personnes qui sont avides de caricatures et qui n'essayent pas de voir le débat du fond. Malek Boutié, est-ce que du coup le gouvernement se laisse totalement influencer, enfin se laisse guider ses choix par les écologistes, violents ou pas, qui manifestent? La politique, c'est toujours le résultat de rapports de force idéologiques, électoraux, conjoncturels, économiques. Et les gouvernements qui ne savent pas gouverner sont les gouvernements qui ont toujours raison, contre tout le monde, contre tous les événements et en toutes circonstances. Donc, je pense que là, c'est la rue qui a raison. Je pense, c'est pas le problème de la rue qui a raison, puisque en réalité, ce barrage n'aurait jamais dû être construit, comme a dit Ségolène Royal, pour la simple et bonne raison qu'il est contradictoire avec une autre loi sur la protection de l'environnement, qui a eu 2 fois un avis négatif sur sa construction, et que c'est un barrage. Il a été déclaré d'intérêt public, il a eu toutes les autorisations, il a passé toutes les étapes. Non, et le rapport n'est pas si critique que ça. Il a eu 2 fois un rapport négatif sur les questions environnementales. C'est bien pour ça qu'il y a un enjeu écologique et pas un enjeu aquatique. Et qu'à partir de ce moment-là, une ministre de l'Environnement, Delphine Batho, avait suspendu le financement de l'État, puisque, quand vous dites, monsieur Alliot-Marie, que... Pardon, monsieur Alliot, excusez-moi de ce lapsus. C'est un lapsus, mais pas révélateur du tout. Je vous souhaite pas d'être ministre de l'Intérieur, ni pour vous, ni pour moi. Mais je pense que dans cette affaire, l'État a pris des responsabilités, mais les mauvaises. Puisque c'est 80% du financement qui dépend de l'État et pas du tout de la collectivité locale. Et donc je pense que les choses doivent être simplement dites.
il y a eu une tentative d'un certain point de vue de répondre aux besoins des gens, comme d'habitude dans ce genre de situation, les mieux organisés, ceux qui influencent plus le monde paysan, la société qui a fait l'étude des besoins, qui elle-même s'est retrouvée par hasard, celle qui construit le barrage et qui a réussi à avoir les relais suffisants. Je ne leur reproche pas. Simplement, l'autorité politique n'aurait jamais dû donner cette autorisation. Et donc, je pense aujourd'hui, le discours doit être clair. Ce n'est pas un référendum local, ce n'est pas de nouveau de se mettre autour d'une table. Il faut arrêter les frais et arrêter ce barrage. Est-ce qu'on va devoir revoir tous les projets contre lesquels s'insurgent les fameux zadistes de ZAD, zone à défendre? Oui, j'entends, c'est un discours qu'on entend. Est-ce que finalement, entre les préoccupations écologistes et les besoins collectifs, on ne va pas être pris dans une logique où on ne peut plus rien faire? Mais si on tire le bilan de l'aménagement du territoire, je me dis qu'à la fin, au bout du compte, il y a beaucoup plus de choses qui ont été faites pour détruire la nature, détruire une partie de l'environnement de notre pays, qui ont été jusqu'au bout de leur logique, que de choses qui ont nui à la collectivité. Et il y a, sur la question écologique, bien entendu, mais comme sur d'autres questions, un sentiment profond, et ça renvoie peut-être au débat sur la violence, etc., un sentiment profond que les mécanismes collectifs, démocratiques, politiques n'existent plus. Et donc, c'est la loi du plus fort. Que voulez-vous? Et là, le plus fort? Je vais vous donner un exemple. Je ne vois pas pourquoi les habitants de cette région, je ne vois pas pourquoi les jeunes qui sont attachés à l'environnement ou les plus âgés qui sont attachés à l'environnement, je ne vois pas pourquoi ces gens-là seraient plus méprisables que les conducteurs de camions ou que tous ceux, ou les bonnets rouges, ou que tous ceux qui, je dirais, comme ils le voulaient. Si on réagit devant tout le monde, alors, non, je veux dire tous ceux qui protestent, on ne peut pas avoir une réaction qu'en fonction de sa clientèle électorale. Il y a un moment, on doit avoir une réflexion autour de cet intérêt collectif et autour de ses choix politiques. Et je pense que les choix politiques de la gauche auraient dû être de refuser ce barrage. Et en tout cas, moi j'attends de Ségolène Royal demain, non pas qu'elle réouvre une période de réflexion, mais qu'elle coupe les financements nationaux. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de barrage. En dehors du problème du barrage, évidemment, votre question est plus large sur le rapport de force politique. Et quand on croit en la République, on pense que les manifestations sont légitimes, mais la violence ne l'est pas. La violence légitime appartient à l'État. Et chaque citoyen a le droit de s'engager politiquement, contre ou pour un projet, a le droit de porter un jugement juridique, c'est-à-dire des voies de recours qui ne sont pas épuisées dans ce cas très précis. Et ce qui devient inquiétant, même si je comprends que le gouvernement aujourd'hui arrête le financement, en dehors de ce barrage, c'est que la violence devient finalement le rapport de force qui oblige un gouvernement, une collectivité locale, une autorité publique à arrêter, parce qu'effectivement il y a eu un mort et que c'est dramatique, parce qu'effectivement le gouvernement est dans une situation très compliquée. Et en dehors de cela, on voit sur Notre-Dame-des-Landes, c'était la une de Libération tout à l'heure, je crois qu'il faut faire très attention, que dans un État de droit, ce qui est légitime, c'est les élections, c'est les décisions politiques, et c'est les recours éventuellement à ces décisions politiques. Et à la fin, quand les recours sont épuisés, eh ben, il fallait s'engager politiquement, mais pas forcément faire des violences dans des manifestations pour obtenir raison. On ne construit pas un barrage sur un cadavre. C'est ce qu'ont dit les écologistes toute la semaine dernière. Rémi Fraisse n'est pas mort pour rien, c'est une mort utile pour les écologistes. Ah non, non, moi, alors vraiment, j'ai entendu des gens qui disaient ça y est, on a un martyr. J'ai été effrayée par ces propos. On ne peut pas dire ça. Et on ne construit pas un barrage sur un cadavre, ça vous a choqué? Chacun utilise ses mots. On sait que Noël Mamère a ses mots. C'est le seul à avoir. Je n'aurais pas employé ces mots-là. Il n'empêche que je suis désolée de me rendre compte que le système actuel fait que il faut en arriver à des manifestations, à du bruit, pour pouvoir essayer de changer les choses. C'est plus que du bruit. Quand on jette des cocktails Molotov, de l'acide, c'est plus du bruit, là. Bien sûr, mais encore une fois, je fais la part des choses entre ceux qui manifestent pacifiquement, qui sont là depuis longtemps, qui montent dans des arbres, par exemple, ou qui, comme chez moi pour les 1000 vaches, parce que c'est intéressant d'ailleurs ce qui s'est passé dans la Somme sur les 1000 vaches, parce que justement il n'y a pas eu de violence, mais on était encore une fois face à une décision qui allait avoir un impact très important sur notre environnement, sur le système agricole, sur un système économique dans notre région. Donc et ça passait. Donc une espèce d'usine à vaches avec une usine à vaches qui va donc avoir des conséquences sur l'élevage dans notre région, sur notre alimentation, sur l'environnement, et ça passait sans débat. C'est-à-dire que les citoyens ne pouvaient pas s'exprimer sur le sujet, et quand ils se sont exprimés sur le sujet, on leur a demandé de se taire. Alors que c'est un sujet forcément qui les concerne. Mais pour revenir au barrage de Sivens, est-ce que les écologistes n'ont pas instrumentalisé ce drame? Malek Bouti, vous qui... le fait que Rémi Fraisse soit décédé
C'est arrivé il y a 8 jours. C'était quelqu'un qui était une personne qui était pacifique. Tout le monde d'ailleurs. Mais concrètement, n'avez-vous pas utilisé cette mort pour faire avancer vos idées, tout simplement? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Enfin, le combat politique des écologistes, ça fait des dizaines d'années qu'il dure et il a toujours été pacifique. Enfin, vraiment, c'est un point important. Il y a des personnes qui veulent en découdre avec l'ordre établi, qui ont décidé que ce pays était fasciste, etc., ces personnes-là n'ont rien à voir avec les écologistes. Instrumentalisation ou pas? Non. La réalité, elle est beaucoup plus prosaïque et simple. Ni trop faire porter au vert et ni les excuser de tout. La réalité, moi, si j'aurais un reproche à faire au vert, c'est de parler moins d'écologie que d'autre chose. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est depuis que les Verts sont devenus non plus une force d'animation du débat politique, mais une force institutionnelle, avec un groupe au Sénat, un groupe à l'Assemblée et des ministres qui étaient membres du gouvernement. Grâce à vous, hein? Oui, grâce à nous. Parce que sans les socialistes, les Verts, ils n'existeraient pas, ou pas? Il n'y a aucun regret. C'est comme le Front National avec les socialistes. Il n'y a aucun regret. Bon, d'accord, on est responsable de tout, juste après Dieu. Vous votez plus souvent avec la gauche contre nous que l'inverse, M. Darmanin. Alors là, pour le coup, vous avez toujours soutenu les socialistes contre nous. Merci, on va finir, on va revenir. Monsieur le Président de la République. Oui, non, mais tout ça, ce sont des balivernes. Malek Gouti, tout le monde s'écoute. Sarkozy est revenu. Pas encore. Sur les écologistes. Monsieur Sarkozy. Allez, je vous prie de m'excuser. on Non, mais sérieusement, c'est que quand vous étiez membre du gouvernement, c'est là que les autorisations de construire le barrage ont été faites. Bien sûr. Vous étiez membre du gouvernement, vous étiez membre de la majorité. Je ne dis pas que la décision reposait sur vous. À ce moment-là, vous auriez dû taper du poing sur la table. Et je préfère, moi, j'attendais des écologistes qui tapent du poing sur la table sur ce genre de débat, plutôt que sur des questions fiscales ou des questions économiques et sociales. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas vous intéresser, mais qui ne sont pas le cœur de votre identité. Donc, il n'y a pas eu le relais. Vous avez quand même une mémoire sélective. Oui, sélective. Bien sûr. Sur ces sujets-là, on a toujours été les premiers à défendre. Je vais finir mon propos. Donc, on voit quel est le problème. C'est que les écologistes ne sont plus le relais politique des préoccupations écologistes sur le terrain. Et il y a un décalage qui s'est formé. Ce sont les militants qui le sont. Quand il y a un décalage, on court après le mouvement. Oui. C'est un trait classique. Quant au débat sur ce mouvement, sur le fait qu'il y ait des mobilisations, ça existait de tout temps. La France est un pays où il y a une société civile vivante. Je condamne absolument la violence et je n'ai pas la moindre concession à faire sur la violence et je l'ai fait dans des situations bien plus difficiles que dans ce genre d'endroit. Mais je pense que c'est une société où il y a un mouvement social qui existe, etc. Et c'est pour ça que je disais que l'intelligence de gouverner à tous les niveaux, c'est de prendre des décisions, d'avoir les voies légales, mais d'être aussi à l'écoute des réalités. Oui, ça pose quand même le problème du ministre de l'Intérieur, car le mouvement écologiste dit que ce n'est pas de notre responsabilité. Et après tout, sur les images, on voit très bien les militants écologistes d'un côté, puis des groupes qui arrivent, dont on connaît les intentions violentes. Quelquefois même, ils viennent d'Allemagne, d'Angleterre, avec des armes plein les poches ou des cocktails Molotov. Ils ne sont pas appréhendés avant d'arriver sur le site. Personne ne demande la dissolution de ces groupes. À un moment donné, il va falloir appeler un chat un chat. Ce sont des milices d'extrême gauche que vous retrouvez partout, à Toulouse, à Nantes, sur les sites où se passent les manifestations. Mais j'ai l'impression qu'avec ces gens-là, parce qu'ils sont de gauche, eh bien, a priori, on ne fait pas contre eux ce que l'on a fait contre des groupes d'extrême droite qu'on a dissous, ce qui, évidemment, pose quand même un problème de justice et d'égalité dans ce pays. Et votre problème, c'est de défendre des skinheads à cette heure-ci, sur un sujet comme ça? Bon, alors ne mélangez pas les sujets. Monsieur Malbouti, n'inversez pas la charge de la preuve. J'ai très bien compris ce que vous avez dit. Nous sommes dans un pays de justice et d'égalité. La violence, elle peut être de droite, elle peut être de gauche, elle doit être traitée de la même manière. Or, elle ne l'est pas aujourd'hui. Et c'est bien le problème, parce que tout ce qui vient de gauche est évidemment angélique. C'est de la propagande, c'est pas un fait. Vous savez très bien que c'est vrai. Ceux-là, ils n'ont pas été... Vous êtes heurté à cela, d'ailleurs, vous, personnellement. Mais oui, et donc je peux vous le dire que c'est de la propagande, ce sont des groupes, s'ils étaient organisés, si on avait leur nom, si on avait des sigles, etc., je pense que le ministère de l'Intérieur, comme toutes les autorités, aurait pris... Parce que là, il n'y a rien à dissoudre, en fait, c'est ça? Mais parce que la vérité, c'est qu'il n'y a rien à dissoudre. Et donc vous êtes obligé de gérer. C'est un long travail d'enquête, et vous le savez. Les Black Blocs, par exemple, personne ne dit qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils veulent, et pourtant ils existent, ils sont une réalité sur le terrain. Les policiers vous en parlent, les CRS les connaissent bien, mais ils continuent. Et ceux-là, ils ont été arrêtés hier, à Paris? On espère.
Bah ceux-là, pour le coup, il n'y a pas eu de... qu'ils ont été arrêtés. Je crois qu'ils ont été arrêtés. La question se pose à Sylvain, c'est effectivement d'essayer de comprendre pourquoi ces personnes-là sont rentrées sur le site alors qu'elles n'y étaient pas au départ, pourquoi il y avait les forces de l'ordre qui étaient là à un certain moment, etc. C'est toutes ces questions-là. Vous soutenez l'accusation de provocation de la part des forces de l'ordre? Est-ce que la présence des forces de l'ordre peut être une provocation? Je veux savoir ce qu'il s'est passé pour qu'on arrive à un mort. Voilà ce que je veux savoir. Et je veux aussi dire que nous, on n'a pas fait de provocation. On a simplement, à un moment, le mardi, dit, mais écoutez, quelqu'un est mort, quelle que soit la raison, quelqu'un est mort. Vous avez aussi dit, Bernard Cazeneuve est responsable. On a besoin d'avoir des mots de compassion. Voilà. Gérald Darmanin. En ayant des mots de compassion pour la famille de ce jeune homme, il faudrait quand même penser aussi à toutes ces forces de l'ordre qui agissent au nom de la République, sous un gouvernement d'ailleurs que je ne soutiens pas, mais personnellement, je considère que ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi des dizaines de forces de l'ordre qui sont blessées, un gendarme qui n'est pas suspendu. C'est bien qu'il y a des raisons. Si un haut placé de la gendarmerie, si le ministre de l'Intérieur lui-même dit qu'effectivement il y aura une enquête, mais qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur les forces de l'ordre, c'est important pour la République. Alors justement, Nicolas Sarkozy leur a rendu hommage ce soir, lors de son meeting. La semaine dernière, il avait eu des propos différents, c'était à Marseille, mardi dernier, écoutez. Mesdames et messieurs, j'ai été 5 ans président de la République. Jamais je n'ai reculé devant la rue. Et aujourd'hui, je le dis alors qu'il y a un événement dramatique, sans violence, sans drame. J'ai été 4 ans ministre de l'Intérieur, 5 ans président de la République. Et ça alors, c'est pas de l'instrumentalisation? Et non, parce que juste après, j'étais à ce meeting, je n'étais pas à Nancy puisque je suis sur votre plateau. Ouais. Et juste après ce meeting, juste après cette phrase, il a dit que les forces de l'ordre, quels que soient les gendarmes et les policiers des CRS, faisaient un travail formidable dans l'intérêt de la République. Peu importe ce qu'il a dit après sur les forces de l'ordre. Il a fait un constat. Il a fait un constat. Est-ce que c'est digne, je crois que 2 jours après la mort d'un manifestant, de dire chez nous c'était calme, surtout que bon, il y a eu quelques émeutes dans les banlieues, des choses. Ce n'est pas à cause des policiers français qu'il y a eu des émeutes dans les banlieues en 2005. Et là, c'est à cause des policiers français. C'est ce que semble dire une partie du groupe de gauche des écologistes. Mais là, Nicolas Sarkozy, je ne parle pas des groupes de gauche. Moi, ce que je constate, c'est que l'opposition républicaine, et je salue M. Malek Bouti, qui est un grand républicain dans son comportement, ne réclame pas la démission du ministre de l'Intérieur comme ses amis le réclament. Parce que lorsque l'on remet en cause... Les socialistes n'ont pas réclamé. De nombreuses fois, les socialistes, je crois, ont fait de la surenchère lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur ou lorsqu'il était président de la République. Parce qu'en dehors des ministres de la République, en dehors des présidents de la République, il y a la République. Et je crois que ce qui est extrêmement important, c'est de dire qu'effectivement, il y a eu des périodes, et vous avez raison de le dire, la France est un pays éruptif, latin, et c'est pas très nouveau que les gens manifestent parfois avec violence. Mais il faut réclamer, surtout quand on est élu du peuple, quand on aime la nation et la République, il faut réclamer qu'effectivement, force revienne à la loi. Et c'est ce qu'a voulu dire, je crois, Nicolas Sarkozy. Et je crois que l'honnêteté aurait poussé la dernière phrase de son discours à être retransmise pour dire à quel point il ressentait à quel point les forces de l'ordre avaient besoin aussi de soutien. Ce n'était pas cet hommage aux forces de l'ordre qui avait retenu notre intérêt, pour le coup. Oui, si je peux me permettre, parce que dans cette affaire, soit on débat indéfiniment des circonstances, et c'est l'enquête qui en donnera tous les détails, soit on constate aussi une chose qui est vraie, dans la période actuelle, c'est que pour de multiples éléments, il se passe quelque chose dont on n'est pas encore capable de définir tous les éléments dans la jeunesse française qui pose un problème. Parce que moi, j'aimerais bien, Monsieur Alliot, j'aimerais bien que ce soit que quelques individus organisés. J'aimerais bien que les luttes dérivent que parce que ce soit un noyau et que globalement, en travaillant un peu bien avec la police et la justice, on retourne dans une situation apaisée. Mais je fais le constat suivant. Il y a de plus en plus de situations de violence avec la jeunesse. Il y a l'affaire des djihadistes, dont on dirait qu'elle n'a rien à voir, mais quand même. Il y a quelque chose dans le pays, dans la jeunesse, où on a le sentiment qu'une partie, peut-être pour l'instant une avant-garde, la plus radicalisée dans tous les sens du terme, mais qu'il n'y a plus de croyance dans la démocratie, il n'y a plus de croyance dans l'engagement politique classique, qu'à partir de ce moment-là, il y a une volonté de se dire l'action directe, dans le sens d'agir directement contre... Qui a gouverné non, mais là, je parle la un peu de France. fond, pas de circonstances. Non, on n'est pas dans les élections. À un moment donné, vous faites un constat. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a une préoccupation sur la jeunesse française qui doit être vraiment fondée. Et là, je sors un peu des circonstances. Parce que si tout ça finit simplement par vouloir un règlement de compte, faire payer un gendarme ou un truc, ou ceci ou cela, on n'aura pas été... On voit bien, un ministre sera remplacé par un autre ministre. Ce n'est pas le sujet. Donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet,
c'est qu'il y a quelque chose de cassé dans la jeunesse française. Il y a un taux de chômage extrêmement élevé, il y a une désespérance extrêmement élevée, il y a des partis politiques extrêmement âgés. Il y a donc une crise démocratique sous-jacente qui est très importante et qui doit interpeller. Pas que la jeunesse. Dans les militants, moi, que j'ai croisés sur certains terrains, il y avait des gens de tous âges, y compris des retraités, dont c'était les premières manifestations. Oui, mais ils ne sont pas radicalisés à ce point-là. Oui, non, mais une dame de 67 ans a été condamnée la semaine dernière parce qu'elle avait déboulonné la ferme des 1000 vaches. Alors, c'est une institutrice à la retraite. Je pense qu'il y a effectivement un problème de confiance dans la démocratie et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le repli sur soi. Le côté maintenant, de toute façon, personne ne s'occupe de nous, donc on va se débrouiller tout seul. Il y a ce côté-là, et il y a aussi ce côté où on voit que quand il y a des gens qui font des violences, ils ne sont pas traités de la même manière selon ce qu'ils représentent et ce qu'ils défendent. Et ça a été vu depuis ces dernières années. Quand on est membre de grands syndicats ou quand on défend des intérêts catégoriels, et on parle, moi je pense à la taxe poids lourd par exemple, eh bien ces personnes-là ne sont pas ou très peu inquiétées par la justice. Quand on défend des intérêts comme la défense de l'environnement, le bien commun, le bien public, on est moins fort et on est plus écologistes. Je le pense, oui, vraiment. Il y a eu, et je l'ai vu. On a entendu certains à gauche et puis parfois à droite faire une comparaison avec Malik Osekine, qui était mort sous les coups des policiers lors des manifestations étudiantes en 1986. Vous pensez que c'était une comparaison qui pouvait se faire, qui était saugrenue ou... Dans les deux cas, il y a la mort d'un jeune homme pendant une manifestation. Hein. C'est pas la même jeunesse, peut-être. C'est pas la même jeunesse, c'est pas le même objet des manifestations, mais le fait est là. Et l'exploitation politique est aussi un peu là quand même. À l'époque, la gauche avait exploité la mort contre le gouvernement de l'époque. C'était les lois de Vaquet, hein, 86. Et là, aujourd'hui, on voit bien que les Verts, quand même, exploitent la mort du jeune homme contre son propre gouvernement. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, les Verts étaient dans le gouvernement il y a encore 4 mois ou 5. Donc, ça paraît assez curieux, d'ailleurs, comme attitude, de systématiquement, aujourd'hui, contester ce que vous avez mis en place, et c'est ce dont vous êtes responsable. Alors justement, puisqu'on fait le parallèle, on va voir que les discours étaient assez comparables. Écoutez cet échange comparé de mots doux, Cécile Duflot versus Bernard Cazeneuve et Pierre Mauroy versus Charles Pasqua. Votre rôle est le maintien de l'ordre dans notre pays. Or, vendredi soir, on a vu la police frapper. Un homme est mort. C'est une provocation parce que on a envie qu'il y ait de l'affrontement. On a envie, au niveau du ministère, que les choses dérapent. Ce que j'ai à dire, c'est que ça fait vraiment récupération politicienne. Les propos de José Bové sont des propos indignes, qui relèvent de l'instrumentalisation politique d'un drame. Vous l'aurez noté, c'était pas Cécile Duflot, mais José Bové. Alors, Cazeneuve, c'est Pasqua ? Moi, je rentre pas là-dedans. Ben, vraiment, c'est pas mon sujet. D'autres l'ont fait dans votre camp. Chacun s'exprime comme il le souhaite. Je rentre pas là-dedans parce que, encore une fois, ce qui a été dénoncé dès le départ par les écologistes, c'était une vision de l'escalade de la violence. Il y a eu des alertes qui ont été lancées. Cécile Duflot l'avait dit bien avant, malheureusement, le décès de Rémi Fraisse. Attention, il y a un danger d'escalade de la violence. On a vu des choses qui nous paraissent bizarres. C'est pour ça qu'on demande que la lumière soit faite. On veut pas qu'il y ait des punitions. On a déjà entendu Cécile Duflot dire qu'il y avait une tâche indélébile sur le quinquennat. Donc il n'y a pas eu encore d'enquête parlementaire, de jugement, mais il y a déjà ce constat-là. Elle a ces mots. Je pense simplement que je ne pense pas violer sa pensée en disant que ce qu'elle voulait dire par là, c'est qu'il y a eu un mort et que ça, malheureusement, c'est irréversible. Elle a évoqué aussi la responsabilité du Premier ministre. Mais la responsabilité, parce qu'à un moment, il y a une chaîne de commandement. Vous parliez tout à l'heure des forces de l'ordre et des militaires, mais nous, on n'est pas là à dire il y a des gentils manifestants d'un côté, les méchants gendarmes de l'autre. C'est pas du tout la question. Moi, je pense que le gendarme qui a lancé cette grenade doit vivre très mal ce qui est en train de se passer. Parce qu'elle n'avait jamais tué ces grenades-là. Ben voilà, donc il se retrouve aussi, on est face aussi de son côté, j'imagine, à un drame humain. Donc il ne faut pas comme ça dire tout est blanc d'un côté et tout est noir de l'autre. Par contre, les forces de l'ordre, pour faire respecter l'ordre et la loi, doivent avoir des méthodes qui soient
adapté. Et là, manifestement, ça n'était pas adapté puisqu'il y a eu un mort. Donc, il faut qu'on se penche là-dessus pour qu'on puisse trouver une manière de gérer des situations qui sont parfois difficiles avec effectivement ces personnes qui veulent en découdre. Un mot, parce qu'on va accueillir Guillaume Darret dans un instant. Madame Pompili, ça ne vous gêne pas de voter un budget, de soutenir le gouvernement, de réclamer des investitures et dire que d'un côté, il a une tâche indélébile. Madame Duflot, dans Le Monde, elle a relis l'article, c'est une évidence pour nous tous. Ce n'est pas des propos dits sur une chaîne de télévision rapidement, de dire qu'effectivement, elle n'a plus rien à voir avec Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, à qui elle réclame la démission. Ça ne vous gêne pas politiquement vis-à-vis de vos électeurs, vis-à-vis de la République, vis-à-vis de votre engagement ? J'ai bien compris qu'on ne pouvait pas parler du problème du débat public, du problème qu'il y avait un problème de démocratie dans notre pays parce que les gens ne se sentent pas associés au dossier. Vous avez envie de faire de la politique politicienne. Non, je vous pose une question qui me paraît pas illégitime. On a fait un accord de gouvernement, pas un accord de gouvernement, on a fait un accord de majorité avec le PS. Il s'avère que cet accord de majorité a eu plusieurs accrocs, qu'aujourd'hui on est dans une période où on a des désaccords forts avec le gouvernement, ça ne vous aura pas échappé, et où d'ailleurs on est obligé de regarder sur les budgets ce qu'on va voter, ce qu'on ne va pas voter. On est en période de débat avec le gouvernement. Et quand il y a un problème, on le dit. Donc je ne vois pas ce que vous cherchez là. C'est quoi le rapport avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui ? Je crois que vous êtes la seule à voir qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je pose la question. Non, mais simplement, moi j'essaye de penser au fond et de penser comment on peut sortir de cette affaire en tirant des leçons pour que derrière, des drames comme celui-ci ne se reproduisent plus, que sur des projets, il puisse y avoir plus de participation des populations parce que les citoyens ont des choses à dire sur ce qui se passe sur leur territoire, sur leur environnement, sur les politiques agricoles. On n'a pas parlé des politiques agricoles autour du barrage de Sivins, de la question du maïs et de la question de l'irrigation. Ça, ce sont des questions importantes et qui mériteraient d'être vues, surtout en cette période où il y a des annonces sur le changement climatique. On va demander à Guillaume Darret du service politique de France 2 de nous rejoindre pour faire un point sur les réactions suscitées par vos échanges sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer une petite interview qui date des manifestations de 86 avec un étudiant dont vous reconnaîtrez la voix. Tous les étudiants ressentent profondément, d'une part, de la tristesse de constater que leur mouvement, qui était pacifique, qui souhaitait poser des problèmes devant le gouvernement, tourne comme ça, qu'on soit obligé de constater des morts. Les cheveux, ça ne change rien, on le reconnaît parfaitement bien. C'était bien sûr Jean-Michel Apathy. Guillaume Darret, bonsoir. Bonsoir Anne-Sophie. Alors comment les internautes réagissent aux échanges de nos invités? Alors il y a une phrase, un mot qui a fait bondir, c'est la phrase que vous avez prononcée, Barbara Pompili, expliquant que, je cite, les écologistes sont par essence pacifistes. Alors ça fait beaucoup réagir. C'est pour ça qu'on a des ZAD, des zones à défendre dans à peu près les 4 coins de la France, dit Antoine Specter, cet internaute. Plusieurs internautes d'ailleurs qui pointent la position des écologistes, estimant que vous n'êtes pas clair, qu'il y a plusieurs positions parmi tous les écologistes, que ce soit les militants, les adhérents, les politiques, même les écologistes ne sont pas d'accord entre eux sur la communication à adopter sur Sivins, dit l'inspecteur Harry sur Twitter. Les Verts sont aussi mauvais dans toutes leurs décisions. Ils étaient au gouvernement et ils n'ont rien fait. C'est trop tard, regrette cet autre internaute. Ce qui disait Malek Bouti. Souligné. Oui. C'est pas moi l'internaute non plus. On n'a pas du tout fait la loi sur la transition énergétique, on n'a pas fait tout ça, non, bien sûr. Ce qui est souligné aussi dans l'attitude de Malek Bouti, c'est l'impression qu'il n'y a pas grand monde autour de ce plateau, et pas forcément vous d'ailleurs, pour défendre la position du gouvernement. Emmanuel Beretta du Point explique justement, il n'y a personne pour défendre le gouvernement. Je cite, le gouvernement est absent de l'émission. C'est vrai, Malek Bouti ? Non, mais c'est une version du gouvernement, on va dire. mais des fois, quand il y a une bêtise qui est faite, il faut dire que c'est une bêtise. C'est une manière de soutenir son camp. Je veux dire, les supporters, c'est pour le foot, je sais, je suis supporter, mais dans la politique, être supporter, c'est pas aider son camp. À la fois, est-ce que le gouvernement a vraiment besoin d'ennemis supplémentaires une fois que... Pas d'ennemis, mais parfois il a besoin de réflexion intelligente. Quand vous dites, est-ce que la mort d'un jeune homme de 21 ans dans une manifestation, ça va marquer l'histoire de ce quinquennat? Je m'excuse de penser que oui, un peu. Je m'excuse de penser que c'est pas un événement qu'on va oublier du jour au lendemain. La mort d'un jeune de 21 ans, tâche indélébile, c'est une autre expression, mais ça marque. Donc, et quand je dis ça, c'est peut-être une manière aussi de réveiller ceux qui pensent que tout va bien là-haut. Voilà. Guillaume ? Justement, à ce sujet, globalement, tous les internautes regrettent évidemment ce qui s'est passé. Ils regrettent souvent un problème de communication. Le problème de Sivins
commence avec une communication tardive de l'exécutif qui n'a pas su éteindre l'incendie, explique Nicolas Rompierre. Et d'ailleurs, on a posé une question avec les gens de France TV Info, qui est: faut-il mettre un terme, renoncer à ce barrage? Et c'est vrai que majoritairement, la réponse c'est oui, c'est ce que nous disent ce soir les internautes sur ce sujet. Enfin, un tweet qui va vous permettre probablement de faire le lien avec le débat suivant. Super. Cet internaute qui dit: Calais, Sivins, n'est-ce pas le résultat de 40 ans d'échec de la politique? Merci beaucoup Guillaume, on vous retrouve tout à l'heure et merci pour cette transition. Alors diversion ou visite prévue de longue date, Bernard Cazeneuve s'est rendu donc cet après-midi à Calais, une ville sous tension depuis les affrontements entre clandestins dont le nombre a presque doublé en 2 mois. On estime qu'ils sont environ 2300 venus tenter de traverser la Manche par tous les moyens. Il y a 2 semaines, des Calaisiens laissaient exploser leur colère face à cette situation au micro des reporters de France 2. Écoutez. On travaille avec la peur au ventre et bon, c'est la mort de nos commerces que de moins en moins de personnes rentrent quand il y a des migrants devant. On peut être tolérant, mais ça devient à la limite insupportable, quoi. C'est un peu gênant quand même. On évite de sortir le soir toute seule, voilà. Moi surtout moi, toute seule. C'est un sentiment d'insécurité. Il y en a beaucoup plus que l'année dernière, ça c'est sûr. On craint pour notre sécurité, nos chauffeurs ils se font agresser. On a une perte de clientèle, vous voyez, regarde, il n'y a personne. C'est une catastrophe. La réponse du gouvernement, l'envoi de 100 hommes, 70 dans la zone portuaire, 30 en centre-ville. Cet après-midi à Calais, le ministre Bernard Cazeneuve s'est rendu sur place pour la première fois pour confirmer l'ouverture d'un centre d'accueil de jour et rencontrer les gendarmes envoyés en renfort. Depuis leur arrivée, il y a une semaine, les migrants sont moins visibles en ville, mais ils n'ont évidemment pas disparu. Ils tentent chaque jour de monter dans les camions pour traverser la Manche et vivent dans des campements de fortune. Voyez ce reportage d'Alice Gauvin et Guillaume Beaufils. Au pied du beffroi de Calais, les migrants sont discrets. Ils ont été repoussés loin du centre-ville par les forces de l'ordre envoyées en renfort il y a 10 jours par le ministère de l'Intérieur. 450 policiers et gendarmes en tout, qui tentent d'empêcher les migrants de monter dans ces camions qui s'embarquent pour l'Angleterre. Ils sont de moins en moins à y parvenir, une trentaine par jour. Les autres sont refoulés vers ces jungles insalubres où de nouveaux migrants ne cessent d'arriver. Les exilés de la guerre, des dictatures d'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient. Ils seraient 2500 à 3000, 4 fois plus qu'au début de l'année. Des chiffres et autant d'histoires, d'espoirs incontrôlables, de voyages interminables jusqu'à Calais, l'impasse. Depuis combien de temps vivez-vous dans ce camp? Ça fait à peu près 1 mois et demi. Mohamed a déjà essayé plusieurs fois de s'introduire dans un camion pour l'Angleterre. Voilà, je vis ici. En Syrie, il était prof d'anglais. Nous voulons juste aller en Grande-Bretagne. Nous savons que le gouvernement français ne peut rien faire. Alors nous mettons tous nos espoirs dans le gouvernement britannique. Surtout pour nous, les Syriens. Le monde entier sait ce qui se passe en Syrie. Je ne suis pas heureux d'avoir dû quitter mon école, mon pays, mes élèves, pour venir ici et me retrouver pris au piège comme... Je ne veux même pas dire comme quoi. Ça n'a pas de sens. Vous voulez que je vous dise, si j'avais su que je souffrirais autant, j'aurais préféré mourir dans mon pays. Pas d'eau ni d'électricité, des camps surchargés où vivent depuis quelque temps des familles entières. On entend les cris des enfants. Pourquoi selon vous il y a de plus en plus de femmes et d'enfants? J'en ai aucune idée. Je pense que comment c'est la situation générale en Libye, ça passe de partout. Les conditions de passage pécuniairement sont beaucoup moindres qu'avant, donc il y a plus de gens qui peuvent passer. Puis de toute façon les frontières, voilà, c'est fini quoi. La police aux frontières européennes, Frontex, à quoi elle sert? On dépense des millions et des millions pour arriver à cette situation à Calais. Je vois pas. Peut-être que ce serait mieux de réorganiser l'argent pour un accueil humanitaire, parce que là, quand vous voyez les conditions, et l'hiver arrive. Les risques de tension augmentent à mesure que les conditions de vie se dégradent. Depuis que les douches du Secours catholique ont été incendiées, les migrants ne peuvent plus se laver. Bonsoir. Ils reçoivent un repas par jour distribué par des associations sur un terrain vague. Une aide qui repose sur une poignée d'hommes et de femmes de bonne volonté, bientôt dépassés. L'auberge des migrants prépare ses repas dans le salon de son président. Vous en faites combien? 700 alors? 700. Les subventions sont épuisées depuis longtemps. Vous en êtes à 700 repas, comment vous arrivez à suivre financièrement? Mal, très mal, mais alors là, très mal. Nous payons avec nos cartes de crédit personnel, nous sommes 3 à faire cela,
Et l'association nous fait un chèque, sauf que nous ne mettons pas le chèque en banque, puisque le compte de l'association ne le permet pas. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille pour l'instant. Bon, heureusement, on est plusieurs à avoir un peu d'économie à investir dedans, en attendant que les... je sais pas. 12 ans après la fermeture de Sangatte, l'État prévoit de rouvrir un centre d'accueil de jour pour les migrants. La mairie a proposé cet ancien centre aéré pour enfants, loin du centre-ville. C'est la première fois que la maire et le sous-préfet de Calais le font visiter aux associations. Je vous souhaite quelques images et puis voilà. Après, nous avons des choses à travailler, à discuter. Peut-être des gens ne seront pas d'accord. On peut se dire que c'est intéressant de montrer que là, il y a concrètement ce qui se passe. Attendez, vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué. J'ai rien à cacher. C'est comme ça que ça va se passer. Je vous remercie beaucoup. Des préfabriqués mal isolés, partiellement chauffés. Pas de douche, des toilettes taille enfant. Le centre devra fermer tous les soirs après la distribution des repas. Nul ne sait ensuite où les migrants iront dormir. Vous pensez quoi de cet endroit? Moi, c'est nul. Bon. Pourquoi? Je pense que c'est pas adapté. C'est pas adapté. 6, 9, 7, 21, ça fait en gros 200 mètres carrés. Ce que nous envisageons, nous, c'est de laisser ces espaces-là pour que les gens puissent manger à l'abri du vent et de la pluie. Et avec de l'éclairage en plus, ce serait bien. Donc il y a quelques aménagements à prévoir. Il y a quelques aménagements à faire, tout à fait. Ce qu'on appelle une litote, c'est ça. Bernard Cazeneuve a confirmé aujourd'hui l'ouverture du centre, au plus tard début janvier. Certaines associations dénoncent déjà la création d'un nouveau ghetto. D'abord, a-t-on raison d'ouvrir un nouveau centre d'accueil, Gérald Darmanin, le régional de l'Étape? Dans un tout premier temps, parce que je suis le régional de l'Étape, je veux dire que dans aucune autre région, je crois, de France, dans aucun autre endroit que le Calaisis et que le Pas-de-Calais, la population aurait eu autant de solidarité, autant de patience aussi. Parce qu'ils n'ont pas mis de bonnet rouge. Et ça fait longtemps que les Calaisiens, que les gens du Nord-Pas-de-Calais subissent une situation, en montrant, je crois, d'exaspération légitime, mais en montrant effectivement beaucoup de solidarité. Et je pense qu'il faut que la République les entende. Alors, est-ce que c'est une solution, ce centre d'accueil de jour? Comme le dirait Natacha Bouchard, la maire de Calais, qui fait beaucoup... Maire UMP. Hein. Oui, maire UMP, est bien réélue, ce qui prouve que la population lui fait confiance dans une ville difficile. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un pis-aller pour aider la population calaisienne et pour aider aussi les migrants, notamment les femmes et les enfants qui sont là. Mais le vrai problème... Pour aider les migrants, pour les éloigner du centre-ville? Non, mais je crois que, pour bien comprendre les choses, c'est que la Grande-Bretagne et particulièrement l'Angleterre est le véritable appel d'air. C'est que si la France était l'Eldorado, ils ne chercheraient pas à partir en Angleterre. Et c'est parce qu'en Angleterre, il y a une politique très libérale pour accueillir les migrants, pour leur donner chaque semaine de l'argent, pour ne pas contrôler le travail au noir, que tous ces migrants partent vers Calais. Et donc l'Angleterre. Et que par ailleurs, il y a effectivement un problème avec Schengen, notamment le contrôle aux frontières, où on n'a pas assez effectivement d'argent. Tout à l'heure, je vois l'association dire, et je salue leur engagement. On va en reparler de Mais Schengen. c'est important de dire que c'est un double problème. Ce n'est pas le problème de Calais. Le problème de Calais, c'est le problème de l'Angleterre, et c'est le problème de l'entrée dans Schengen. En tout cas, vous n'êtes pas hostile à l'ouverture de ce centre, en tout cas. Écoutez, moi, non, mais juste sur un point. Sangatte a été ouvert pendant les années Jospin. À la demande du maire socialiste de Sangatte, Nicolas Sarkozy l'a fermé en décembre 2012. Il a réglé en très grande partie le problème, c'était le problème des Kosovars, où 1300 Kosovars ont été en Angleterre, entre guillemets, accueillis. Là, il y a un autre problème qui est la Syrie, qui est les crises internationales, et qu'effectivement, il faut faire au mieux, et je crois qu'il faut entendre ce que dit Mme le maire. C'est insoluble, hein. Ils repartent, ils reviennent. Enfin, c'est pas les mêmes populations. C'était les Kosovars, là c'est la Syrie. Oui, c'est un peu le problème. C'est que c'est des crises géopolitiques qui commandent ces difficultés. Louis Alliot, juste sur ce centre, il ne faut pas le créer. Vous pensez que ça va créer un appel d'air, que les gens vont se ruer vers ce centre? Humainement parlant, on est bien obligé de faire face à la situation. Personne ne regarde ce reportage en disant « Ah, c'est bien fait pour eux ». Parce que ces gens, s'ils sont là, c'est qu'il y a des raisons. C'est parce que dit Mme Le Pen, quand même. Hein. Non, mais attendez. Mme Le Pen, elle dit qu'il faut remettre les femmes et les enfants, même dans les pays en guerre comme la Syrie,
Hein, c'est ses Madame propres Le Pen, déclarations elle a du dit 24 une octobre. chose très et précise. M. Jean-Marie Le Pen a dit « Monseigneur Ebola réglera ce problème en 3 mois ». Est-ce que vous accepterez ce Je vais vous dire, Monsieur Darmanin, vous ressemblez de plus en plus au Parti Socialiste. Non, mais sérieusement, Vous Monseigneur pouvez Ebola, vous donner la main avec le trouvez- Parti Socialiste. Vous Vous avez les mêmes références. Vous avez appelé à voter M. Hollande. Vous avez les mêmes. Non, on n'a pas appelé à voter Hollande, cher monsieur. On a appelé, nos électeurs à faire ce qu'ils voulaient au deuxième tour parce que nous ne sommes pas propriétaires des voix. Donc à voter pour M. Hollande. Pas du tout. Et Monseigneur Ebola, Et dans tous les cas, vous choque pas M. Hollande ne fait que la politique que faisait M. Sarkozy avant. Monseigneur Ebola, ça vous choque pas? Je ne vous parle pas de Monseigneur Ebola, je vous parle de Non, mais l'immigration. Jean-Marie Le Pen. Parce que vous ne parlez pas de Jean-Marie Le Pen. Bah oui, c'est Jean-Marie Le Pen. Vous vous adresserez à Jean-Marie Le Pen. Vous êtes quand même un vice-président du Front National. C'est comme chez les écologistes, il faut s'adresser à chaque écologiste. Vous avez en face de vous Louis Alliot, et au Front National, c'est pareil. Et vous lui poserez la question. Moi, je vous parle du réservoir inépuisable de l'immigration et de la misère humaine dans le monde. Les famines, les guerres, tout cela nous arrive en plein la figure parce que nous ne contrôlons plus nos frontières. L'Europe est une passoire. Vous avez vu le problème avec l'Italie, le fameux Mare Nostrum qui s'est transformé avec le plan Triton qui commençait, je crois, hier. Oui, Mare Nostrum, c'était une opération humanitaire pour sauver en fait ces naufragés. Maintenant, c'est l'Europe qui prend en charge. Monsieur Darmanin fait le malin, mais il y a eu un propos du migrant ou d'une association, je crois, qui était très important, qui a dit... Sur Frontex. Sur Frontex, mais non, il a parlé de la Libye. Il a dit, tout passe par la Libye, plus rien n'est arrêté. Et c'est là que le problème, où monsieur Darmanin, Nicolas Sarkozy ont une responsabilité historique. Monsieur Kadhafi était un dictateur qui n'était pas notre ami. C'est monsieur Sarkozy qui l'a accueilli bras ouverts à l'Élysée, qui croyait lui vendre des armes, des contrats d'énergie, d'armement, etc. C'est M. Sarkozy qui a décidé d'éliminer M. Kadhafi. Or, M. Kadhafi avait une politique de contrôle, de régulation de l'immigration africaine, notamment avec son ami, notamment avec son ami M. Berlusconi. Aujourd'hui, ce verrou a sauté. Voilà. Et ce que vous dites sur les dérèglements géopolitiques, vous en êtes responsable et aujourd'hui, on paie la facture de vos errances politiques. Voilà la réalité. Malek Bouti, ça vous fait rire, mais il y a des gens qui sont morts. Il y a des milliers de gens qui sont morts, monsieur Malek Bouti. Franchement, ça m'a fait rire quand je vous ai entendu dire que M. Kadhafi avait une politique de contrôle de l'immigration. C'est vraiment... On en écoutez, il avait un accord avec l'Italie et l'Union européenne. Vous le saviez, ça? Un accord secret. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, pas secret. C'est un accord secret. Il y a eu un complot. Mais pas secret, monsieur Malek Bouti. Monsieur, c'était un dictateur. C'est un homme qui n'avait aucune notion même de la vie humaine. De quoi on parle? De quoi parle-t-on? La France, elle avait des relations, monsieur Vallée, avec Kadhafi. Je vais vous dire une chose. Je connais, alors là, vous pouvez pas me contredire, les tentations de votre parti vers tous les régimes un peu autoritaires. Non, arrêtez, alors là, et s'il vous plaît, arrêtez. Bien sûr, qui était l'ami de Saddam Hussein? Qui était l'ami de Kadhafi? Vladimir Poutine était assez ami avec Kadhafi aussi. Qui était l'ami d'Hafez el-Assad, monsieur? Il y a beaucoup de gens d'extrême droite, je le sais. Non, beaucoup de gens de gauche. Je vais continuer. Donc, qui était au congrès de Rennes en 93, monsieur Malek Bouti? On va revenir sur le centre d'accueil, parce qu'on a entendu Louis Alliot. On a entendu dire. On va arrêter avec Kadhafi. Non, s'il vous plaît, on n'entend plus personne là. La France et monsieur Sarkozy mis le feu au bout de cette affaire. Dans cette affaire de Calais, tout le monde le sait bien, c'est un dossier qui est très particulier parce que moi, j'avoue que depuis le début de cette affaire, on est dans une situation, et les Français doivent bien comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit d'étrangers qui n'ont pas de titre de séjour, qui n'ont pas de papier, mais qui ne veulent pas rester en France. Qui veulent tous aller en Angleterre. Pourquoi ils Angleterre? ne veulent pas rester en France? Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Je ne suis pas certain. La politique d'accueil anglaise, évidemment, mais elle a beaucoup évolué ces dernières années et les restrictions en Angleterre existent aussi. La réalité, elle est très claire, c'est que les filières, que ce soit pour les réfugiés ou pour l'immigration économique, les filières, c'est toujours, on va dire, par zone géographique, Moyen-Orient, Asie, sont plutôt attirées vers la Grande-Bretagne, le Maghreb, par ses relations historiques, les questions de langue, d'habitude, de famille qui sont sur place, qui peuvent vous aider. Donc, mais là, on a un problème. Et moi, je trouve que ce que je ne comprends pas dans le débat politique français, c'est qu'on dit ah oui, mais ça, il faut donc remettre en cause Schengen. Mais le problème, c'est que justement, tout le problème avec la Grande-Bretagne, c'est qu'elle ne fait pas partie de Schengen. C'est qu'on a là une sorte de distorsion dans l'Union européenne d'un pays qui est membre de l'Union européenne, et un pays plutôt important dans l'Union européenne, qui est hors de la zone de Schengen et qui donc n'est pas co-responsable. Elle a une co-responsabilité sur la situation de fait, mais de droit,
qui, elle, est complètement... Et donc, il ne s'agit pas d'étrangers qui veulent rester en France, ils veulent partir, ils ne demandent qu'à partir. Et moi, je crois que le problème de la France, on a obtenu que l'Angleterre mette un peu la main à la poche, qu'elle soit un peu responsable, mais sur le fond, il y a un moment, compte tenu de la déstabilisation... Ça fait 15 millions tout. En dehors de l'argent, c'est pas avec les Anglais... On a une dette aussi envers eux pour la Seconde Guerre mondiale, donc on ne va pas se mettre à pinailler sur 15 millions d'euros. On paie la dette de la Seconde Guerre mondiale avec les clandestins de Calais. Par contre, le problème, il est le suivant, c'est qu'à un moment ou un autre, on est bien obligé, on voit bien que par deux bords autour de la France, et nous-mêmes avec notre propre responsabilité, l'Union européenne aujourd'hui est en difficulté, elle est en difficulté autour du discours économique, je dirais, de l'Allemagne, elle est en difficulté autour des conceptions de ce que doit être l'Union européenne, c'est-à-dire on a les deux bouts où là-dessus on a besoin doucement de reconstruire, et cette zone Schengen, à mon avis, devrait intégrer la Grande-Bretagne. Je vous ai dit, on va revenir sur Schengen, mais sur Calais, est-ce que on n'est pas en train de reconstruire un Sangatte? Est-ce que c'est ce qui... De toute façon, je vais vous dire une chose. En tout état de cause, soit on laisse les gens dans la rue, dans des situations livrées à des voyous, etc., soit l'autorité publique, un tant soit peu, essaye de prendre en charge cette situation. Et je pense que le ministre de l'Intérieur a d'abord pris deux bonnes décisions. Un, d'envoyer des forces de l'ordre, parce que moi, je comprends les gens qui parlent de la souffrance, et je suis d'accord avec ce que disait M. Darmanin, il faut rendre hommage aux gens de la ville de Calais, parce qu'ils n'y sont pour rien, il y a beaucoup de gens solidaires, et finalement, par rapport, je crois, à d'autres régions de France, ils ont fait preuve d'une patience et d'une solidarité, mais on ne peut pas laisser la situation dégénérer. Je pense qu'il y a le travail à court terme et d'urgence, et en urgence, il faut ouvrir de quoi héberger des enfants, des familles, et à moyen terme, il faut trouver une réponse. On va régler ce problème, et puis il y en aura d'autres qui arriveront. Oui, justement, c'est la vie, monsieur, c'est la vie politique, il y a toujours un problème après un problème. Dans un pays en faillite, ce n'est pas la vie, non. Barbara Pompili, est-ce que pour vous, alors comment on règle Calais, j'allais dire, Sangatte, est-ce que pour vous, la prise en charge de ces clandestins fait partie de la solution, ou c'est une solution d'appoint qui ne peut pas durer? Juste pour préciser, parce que vous posez une question, prise en charge, pas exactement. Prise en charge, oui, effectivement. Des repas, même la nuit, ils ne sont pas pris en charge d'ailleurs. Ils vont aller dormir dans la jungle. Je crois que face à un sujet pareil, il faut qu'on soit tous d'une grande humilité, parce que s'il y avait une solution simple, elle serait appliquée. Donc personne n'a trouvé des solutions idéales. Là, on est, et le reportage le montrait assez bien, on est face à des populations qui fuient une vie de malheur, qui fuient la guerre, qui fuient les persécutions, qui viennent, la plupart effectivement, qui viennent soit d'Érythrée, Libye, ou alors Syrie, Irak, Afghanistan. Ce sont des personnes qui ont tout laissé pour essayer de rallier l'Angleterre. Donc, qu'est-ce qui se passe à Calais? Effectivement, à cause du fait que l'Angleterre n'est pas dans Schengen, qu'il y a cet accord du Touquet qui permet de régler mais qui ne règle rien, on a des populations qui sont en fait dans une situation de réfugiés politiques. On est dans un espèce d'immense camp de réfugiés à ciel ouvert où on essaye de gérer comme on peut. Et là, je rejoins ceux qui ont dit que les Calaisiens avaient pris plus que leur part dans cette affaire. Et on a vu ceux qui étaient un peu... découragés et qui n'en pouvaient plus, mais on a vu aussi tous ceux qui ont donné de leur temps et qui continuent de donner de leur temps, et qui sont dépassés. Il y a eu des quasi-émeutes de la faim, parce que quand on a des associations qui peuvent distribuer 400 repas, alors que maintenant on arrive à plus de 2000 personnes sur le site, on voit bien les problèmes que ça peut créer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Nous, on en appelait même au HCR, pour que le Haut Commissariat aux réfugiés vienne s'occuper de cette question-là, parce qu'on est quasiment sur une question d'un camp de réfugiés. On a 2000 personnes. Là, il y a un centre, plus de 2000, oui, 2003 je crois, 2003, à peu près, enfin, c'est difficile à quantifier. Des femmes, des enfants. On a là une proposition d'ouvrir un centre qui sera un centre d'accueil de jour, qui sera là pour que les personnes puissent avoir des conseils sur leurs droits. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est ça qu'il va y avoir. Il va y avoir un accueil, que ces personnes vont avoir un endroit où aller, où elles vont pouvoir comprendre ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire. Parce que pour vous, il faut les inciter à rester en France, plutôt que de vouloir aller en Angleterre? Il faut les aider à demander l'asile. Elles veulent aller en Angleterre. Elles veulent aller en Angleterre. Non. Il faut les aider à demander l'asile en Angleterre si elles souhaitent aller en Angleterre. Moi, je considère que elles doivent aller où elles souhaitent aller. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on fasse même une sorte de corridor humanitaire, c'est-à-dire qu'on laisse ces personnes aller en Angleterre faire leurs demandes. Parce que là, ces personnes-là... Les Anglais ne veulent absolument pas. Oui, mais moi, je veux bien
il faut qu'il y ait une coopération entre l'Angleterre et l'Europe, puisque l'Angleterre ne peut pas se laver les mains d'un problème qui la concerne directement. L'Angleterre, elle dit contrôler correctement vos frontières. C'est ce que répond l'Angleterre. Si on avait Schengen, ces immigrants ne seraient pas arrivés à Calais. Ils seraient peut-être en Italie, ça n'aurait pas réglé le problème pour eux, mais ils ne seraient pas en France. Et on contrôlerait nos frontières. C'est-à-dire que l'Angleterre n'en veut pas et nous, il faudrait qu'on les rejette en chaque pays. On a dit que ça pose un problème parce qu'ils sont aujourd'hui, je sais pas, 2005, 3000. On règle le problème momentanément d'une manière humanitaire. S'il en arrive 3000 de plus, on fait quoi? Personne ne répond à cette question. Tout le monde trouve normal. M. Bouty nous dit c'est la vie. Eh bien non, ce n'est pas la vie. Il y a des moyens. Malek Bouty, ce matin, Bernard Cazeneuve sur RTL estimait qu'il fallait trouver des solutions humaines pour ces migrants. Alors, la solution humaine, c'est quoi? C'est l'asile. On va trouver des solutions humaines, mais les proportions déjà. Il y a des milliers, des centaines de milliers de réfugiés, des millions de ces zones du monde dont on évoque, des millions. Bon, se sont accumulés sur Calais depuis plusieurs mois avec les crises diverses qui sont passées, un peu plus de 2000 personnes, disons 3000 pour faire un chiffre qui ne porte pas à contestation. C'est une situation très difficile pour le Calaisis, c'est vrai. Ce n'est pas une situation insurmontable pour notre pays. Pas insurmontable. Quand la volonté politique, l'autorité politique. Les discussions avec la Grande-Bretagne ne sont pas des discussions de corridor, pas dans une situation de telle, et on n'est pas en situation, et heureusement, d'imposer notre point de vue aux autres. On ne fonctionne pas comme ça. Simplement, la discussion pour la Grande-Bretagne, c'est son appartenance à Schengen. C'est ça la clé. Pourquoi? Parce que, bien sûr qu'on peut reprocher des choses à l'Italie, etc., mais chaque pays, pour l'instant, essaye au mieux de définir dans cet espace Schengen cette responsabilité aux frontières. Donc, à partir du moment où un pays est important, membre de l'Union européenne, et qui a quand même une politique d'immigration, il y a un peu plus d'immigrés en Grande-Bretagne qu'il y en a en France, a une politique d'étrangers, elle doit intégrer l'espace Schengen, d'après moi. Sur ce point, sur Schengen, en 2011, alors qu'il y a eu les problèmes que nous connaissons dans les pays arabes, l'Italie a été submergée par une vague d'immigration qui effectivement fuyait ces dictatures, et Nicolas Sarkozy a pris une décision qui était très courageuse, qui était de couper même la ligne ferroviaire, très symboliquement, entre Vintimille et la France. Et il a fallu les accords de Milan pour que Berlusconi et Nicolas Sarkozy disent à la Commission européenne il faut effectivement empêcher cela. Et je crois que la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, bien aidée par Mme Le Pen pour M. Hollande, a empêché d'aller jusqu'au bout sur Schengen. On a différents politiques. M. Bouty dit il faut étendre Schengen à l'Angleterre. Nous, on dit il faut revoir Schengen pour que nous ayons les mêmes politiques étrangères. Qu'est-ce que vous voulez revoir? Il faut simplement demander à tous les pays, il y en a 22 aujourd'hui dans l'Union européenne et 26 puisqu'il y en a 4 en dehors de l'Union européenne. Il faut leur demander d'adhérer à Schengen 2 à la condition... Mais c'est quoi Schengen 2? Si vous me laissez terminer la phrase, je vous le dirai. À la condition qu'on ait la même politique d'immigration. Donc M. Sarkozy a menti. Laissez finir, parce qu'on va savoir ce que c'est que Schengen 2. M. Sarkozy a menti. On va savoir ce que c'est que Schengen 2. Il veut suspendre Schengen. Non, il veut faire un Schengen 2. Oui, ça se précise là dans les meetings. C'est à tout le monde. Vous êtes député européen, vous n'avez jamais posé une question sur ce sujet. Écoutez, ça fait 6 mois que je suis élu. En 6 mois, attendez que je les pose. J'en ai posé sur d'autres sujets. Ni Mme Le Pen, ni M. Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, ça fait 2 ans et demi qu'elle est avec moi à l'Assemblée nationale. Jamais elle n'a intervenu sur ce sujet. Gilbert Collard non plus. Donc au lieu de faire des plateaux de télévision, faites votre travail de parlementaire, ce sera déjà bien. C'est quoi Schengen 2? Vous n'avez jamais, c'est un sujet qui vous intéresse. Ils ont déposé sur la ME, sur des choses comme ça. Non, mais on en parle de Schengen et de Calais. On va en parler de la ME aussi, mais d'abord, Gérald jamais Darmanin, finissez sur Schengen 2. J'aimerais bien savoir ce qu'est Schengen 2. Il faut que aller, s'il vous plaît. Il faut que, écoutez, le Front National fait moins de 10% à Calais. Non, peut-être une raison quand même. Schengen 2. Non, mais dans le Pas-de-Calais, la prochaine fois, on verra quand même. C'est important. Vous savez, ça fait 2 fois que je bats le Front National aux élections, donc il n'y a aucun problème. Vous avez le jeu privatif, c'est inquiétant pour vous. Non, mais c'est important de dire aux gens qui nous écoutent qu'ils ont voté massivement pour le Front National, manifestement au premier tour des européennes, et chacun ici doit le constater, et que ce groupe du Front National n'a rien fait au Parlement européen depuis 6 mois. Oui, mais là, le sujet, c'est que vous précisiez ce que veut faire Nicolas Sarkozy avec Schengen. Ne regardez pas trop, parce que le site n'est pas à jour. Du Parlement européen? Oui, il n'est pas à jour. Mais le vôtre, alors? Non, je peux vous dire, moi j'ai posé 4 questions, ce n'est pas... Allez, c'est la cuisine, la tambouille. Alors, Schengen 2, expliquez-nous ce que c'est, parce que là, on sait toujours pas. C'est simplement, donc effectivement, le fait d'adhérer dans un accord Schengen nouveau, où les pays... Alors, je voudrais souffrir que les pays... Allez, laissez finir, c'est tellement rigolo, il ne peut pas s'empêcher. Non, c'est pas très rigolo, parce que vous n'habitez pas le Nord-Pas-de-Calais. Et Mme Le Pen, elle est venue qu'il y a quelques semaines
Elle n'est jamais venue à Calais. Non, justement, on a les images. On va écouter Marine Le Pen. Elle était à Calais, effectivement, il y a une dizaine de jours. On l'écoute. Comme ça. Bien sûr, Madame Le Pen fait venir le ministre. Exactement. J'ai pas peur en pointant du doigt les problèmes, en disant la vérité aux Français sur ce qui se passe, en exprimant ma solidarité avec les Calaisiens. Je n'ai pas du tout peur de faire monter les tensions. D'ailleurs, les tensions n'ont pas besoin de moi pour monter, figurez-vous. Elle disait que les gens n'ont pas besoin d'elle pour faire monter les tensions, mais elle est venue un petit peu faire monter les tensions. C'est un peu sa région d'élection, je vous signale. Hein. Elle est quand même députée européenne de cette région-là. Après avoir été en Île-de-France. Elle est... Non mais ça oui d'accord, en 2004, M. Darmanin. Vous étiez où en 2004? Moi j'étais pas encore diplômé. Oui. C'était une opération de com'? On peut dire comme ça? Non, c'était aussi une demande de la Fédération du Pas-de-Calais, parce que beaucoup de commerçants demandaient à voir Marine Le Pen pour leur expliquer la situation. Mais du point de vue de Marine Le Pen, c'est une opération de com'. On peut dire, on peut l'assumer. Elle est allée à Sangatte, elle y est allée chaque année voir ce qui se passait, parce qu'il y a toujours eu des problèmes dans cette partie de ce département. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas réglé. Et ça ne sera pas réglé demain, pas plus qu'aujourd'hui. Je crois que Mme Le Pen doit connaître Calais-Fretin, qui est la gare, et Calais, parce qu'on l'a jamais vu à Calais. Moi, ce que je peux vous dire quelque chose d'extrêmement clair, c'est que aujourd'hui, il y a une vraie difficulté humaine qui est au-delà, je crois, du problème de la politique intérieure française. C'est le problème de Schengen, évidemment, c'est le problème des crises géopolitiques, et c'est le problème, bien sûr, de nos relations avec l'Angleterre. Mais est-ce que Schengen... Je voudrais juste appuyer sur un point très particulier. Oui, mais là, ça fait aussi... Oui, j'entends bien, mais je dis à mes collègues de la majorité, aujourd'hui, Bernard Cazeneuve a fait des avancées, mais il n'a pas fait ce qu'a demandé le maire de Calais, c'est-à-dire une zone de sécurité prioritaire à Calais. Boulogne-sur-Mer l'a eu, Saint-Martin-Boulogne l'a eu, Calais... J'espère que ce n'est pas pour des raisons politiques, n'a pas de ZSP qui permettrait au moins de régler le problème de la petite délinquance. Parce qu'il y a des migrants qui sont tout à fait respectables de l'environnement. Et il y en a qui créent évidemment de la délinquance parce qu'il y a de la pauvreté, évidemment. Et ça, il faut que vous le portiez aussi auprès du gouvernement que vous soutenez. Si je peux me permettre, j'ai une zone de sécurité prioritaire dans ma circonscription. Moi aussi, ça ne règle rien. Ça a donné moins de moyens que ceux qu'ont eu Calais. Exactement. Donc, attention, oui, parce que 450 hommes à Calais, c'est quand même important. Il y a une avancée avec le procureur de la République. Vous savez que parfois la justice va plus vite. Mais je relèverai votre demande auprès du ministre. Vous avez quelques contacts avec le gouvernement alors? Ça m'arrive de temps en temps de rencontrer les gens du gouvernement le mardi et le mercredi. Barbara Pompili, même si vous ne le défendez pas totalement. Barbara Pompili. Non, ce qui me pose problème, c'est que là, on parle Schengen, oui. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde dont on ne peut pas se détourner. Il y a des guerres, il y a des dictatures, et donc il y a des flux migratoires. Il va y en avoir encore plus des flux migratoires à cause des problèmes environnementaux. Et d'ailleurs, vos deux eurodéputés, Karima Delli et Eva Joly, ont demandé à ce qu'on ouvre les frontières et qu'on accueille tous ces réfugiés. Elles l'ont demandé aujourd'hui au Parlement européen. Ça fera un appel d'air supplémentaire. Hein. Mais un appel d'air supplémentaire. Vous savez, un appel d'air supplémentaire. Moi, quand on fuit la guerre, on se dit pas... Certains, oui. Vous savez que ça enrichit aussi les passeurs. Oui, oui, mais s'ils pouvaient payer leur billet pour aller en Angleterre, ils paieraient beaucoup moins cher et les passeurs, ils n'auraient plus de boulot. Mais bon, on ne peut pas... Oui, mais on ne peut pas les contrôler. Je vais vous retourner la question. Faire une forteresse Europe. Faire une forteresse Europe qui serait fermée de partout où on resterait comme ça en attendant que ça se calme. Ça n'est pas possible. On est obligé d'avoir une politique vis-à-vis de ces pays-là. L'Europe a un rôle à jouer qu'elle ne joue pas suffisamment vis-à-vis des pays en guerre, vis-à-vis des pays en développement, vis-à-vis des questions environnementales. Encore une fois, les déplacés à cause des crises environnementales vont être de plus en plus nombreux. Donc si tout l'argent qu'on utilisait à construire des forteresses qui sont détournées, qui ne marchent pas. Enfin, on voit bien que les gens réussissent à rentrer à des prix humains terribles. Ce qui s'est passé en Méditerranée et ce qui se passe tous les jours en Méditerranée. 20 000 morts noyés depuis des années. Depuis cette année. La mer Méditerranée est une jolie forteresse en elle-même. Hein. Elle fait son travail d'épuration. Hein. C'est bon, il y a plein de morts qui ne peuvent pas rentrer. Est-ce que ce sont ça les solutions? Non, il faut qu'on ait des solutions humaines face à des personnes humaines. On ne quitte pas son pays par plaisir. Jamais. On ne s'exile pas par plaisir. Donc, moi, je ne suis pas une douce utopiste. Je ne dis pas, le monde entier doit accueillir tout le monde. Mais en même temps, si. Parce qu'il faut que les gens puissent se déplacer. Nous, on peut se déplacer sans problème partout. Pourquoi d'autres ne peuvent pas? Dans Schengen. Malek Bouti. Non, partout. Je pense que librement. Le fond, si on parle du fond, c'est-à-dire si on se dit quand est-ce qu'un jour les populations arrêteront de bouger, d'avoir cette instabilité, je ne connais pas de pays, à ma connaissance aujourd'hui, qui n'est pas confronté à ces problèmes de mobilité de population, que ce soit l'immigration économique, que ce soit les réfugiés liés au conflit,
et peut-être demain aux crises écologiques. C'est une des prévisions de l'ONU, assez sérieuse. Et donc, cette problématique, elle amène à deux choses. Un, à la question du développement international et de la cohérence, même s'il est chaotique. On parlait tout à l'heure de la Libye. Je pense que, bien sûr que la Libye traverse une période de chaos, mais elle s'en sortira mieux sans son dictateur. Et il faut aider la Libye comme d'autres pays à trouver de la stabilité. À trouver de la stabilité. Mais oui, bien sûr. Vous vous rendez compte? Mais parfois, il y a des morts dont vous n'avez jamais entendu parler en Libye. Toutes les années où Kadhafi gouvernait. Voilà. Et ailleurs, dites ailleurs. Donc il y a ça. La deuxième chose, parlons de l'Union européenne. Il faut avoir conscience d'une chose. On a nos difficultés, mais il y a moins de drames, paradoxalement, à Calais qu'il y en a à l'île de Lampedusa, dont l'Italie dépend. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout, bien sûr que tout ne fonctionne pas bien, mais malgré tout, ça fonctionne un peu, et que s'il n'y avait pas cet accord de Schengen, qui peut être suspendu, le gouvernement actuel aussi a prévu s'il y a des difficultés, et il y a des articles en cas de grave crise qui permettent à chaque pays de reprendre un contrôle de ses frontières. Donc on ne faut pas dire n'importe quoi, c'est pas une dépossession. C'est pas une dépossession des frontières. C'est une possibilité. Oui, bien sûr, elle est légale. Si jamais vous avez une crise majeure, il est normal qu'il y ait des mécanismes qui permettent. Mais est-ce qu'on est vraiment capable de tenir des frontières? Les États-Unis dressent des murs, des barrières, mettent des milliards à la frontière mexicaine. Bien sûr, nous sommes capables. Nous sommes capables. Et je pense aujourd'hui que la France n'est pas le pays qui reçoit le plus de réfugiés des séjours instables. D'autres pays en reçoivent plus. Oui. Malgré tout, une forme de solidarité. Une forme de solidarité en Europe. En Europe, on est les plus... Non. Avec l'Allemagne. L'Allemagne plus, l'Italie plus. C'est la concentration des migrants dans une certaine partie de notre territoire, en l'occurrence au Nord-Pas-de-Calais. Exactement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand Mme Le Pen est passée, le reproche que je lui fais, c'est pas d'y aller. Elle a absolument le droit d'y aller. Je dirais même le rôle des politiques, c'est d'y aller. Donc, vous voyez, je pense que elle est dans son rôle de faire ça. Je pense que quand elle a sorti, elle dit maintenant, il faut donc en finir avec Schengen, en finir avec le droit d'asile, en finir avec les droits sociaux pour les étrangers. Je me demande, quel est le rapport? En quoi ça apporte une solution? Et si en réalité, là, sur le coup, c'est pas la désorganisation, ça n'a aucun rapport. Sur la question de l'immigration, ils ne veulent pas rester en France. On parle de Calais, elle était à Calais. Elle a dit aussi, et Gérald Darmanin le soulignait, qu'il fallait renvoyer les gens, y compris dans les pays en guerre. Est-ce que vous seriez capable de porter la responsabilité d'un renvoi de ces personnes quitte à menacer leur vie? Il y a des pays très démocratiques qui le font. Oui, il y a l'Australie qui l'a fait, et 9 avec des Afghans, ils ont tous été décapités. Et oui. Vous me donnez une information. Non, c'était en 2008. Et l'année d'après, le gouvernement, Nicolas Sarkozy, Éric Besson, le ministre de Nicolas Sarkozy, avait renvoyé également des Afghans dans leur pays en guerre. Est-ce que ça, il faut être prêt à l'accepter, à l'admettre, à le supporter? Dans des pays en guerre, quand on voit le chaos de la Libye, évidemment, ça, avec les Libyens, ça paraît très difficile. Mais dans d'autres pays, oui, il faut les renvoyer chez eux. Il y a des lois. Il faut quand même, à un moment donné, faire appliquer les lois. L'Italie, qui a aussi sa charge, parce que l'Italie, l'air de rien, c'est sa marine nationale qui arraisonne les bateaux de fortune, qui prend les migrants. À Lampedusa, il y a un trop-plein qui les met ailleurs. Mais eux, ils ont trouvé la solution. Ils donnent des papiers européens. Et ces migrants viennent en France parce qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de contrôle. Et ça fait ce que nous voyons un peu partout en France, pas à Calais, mais dans d'autres endroits, une immigration clandestine qui perturbe la vie sociale d'un certain nombre de villes et de quartiers en France. Est-ce que vous pensez que vous seriez capable de rendre les frontières totalement hermétiques? Aucun pays n'y arrive. Si vous ne répondez pas à cette question, c'est l'anarchie. Et demain, ce seront des conflits sociaux ou ethniques qu'on ne maîtrisera plus. Donc vous aurez besoin de Schengen. C'est pour ça qu'il faut l'autorité. C'est pour ça qu'il faut l'autorité de la loi. Puisque si vous étiez en responsabilité, vous ne remettriez pas en cause Schengen. C'est la première chose que vous ne ferez pas. Évidemment, vous aurez besoin des alliés européens. Un peu nos frontières. Oui, d'accord. Bon, vous allez trouver un truc. Donc ne dites pas à vos électeurs une chose que vous n'allez pas faire, monsieur. Mais de toute façon, personne n'est capable d'avoir des frontières étanches. Ça n'existe pas. Ce sont des débats qui est sans fin, qu'on a toujours. Les frontières étanches, ça n'existe pas. Si un jour on se pose le problème comme ça, on essaiera peut-être de trouver des solutions. C'est laisser passer il y a aussi ce que nous pouvons recevoir et repousser ce qui, manifestement, nous ne pouvons pas recevoir. Il y a aussi un argument développé aujourd'hui par l'UMP et également par le Front National, c'est l'attractivité de la France avec notamment l'aide médicale d'État. On en parle beaucoup à droite et à l'extrême droite.
en tout cas au Front National. On va regarder de quoi il s'agit précisément. Explication donc de Nicolas Yomi Amunategui et Edwige Audibert. Je suis étranger, sans papier, sans argent. En France, je peux être soigné gratuitement. Grâce à l'AME, l'aide médicale d'État, créée en 2000 par le gouvernement Jospin. Une belle idée, mais qui coûte de plus en plus cher et que certains voudraient bien supprimer. Entre 2002 et 2012, l'addition est passée de 377 millions d'euros à 581. En 2011, François Fillon serre la vis. Il demande aux malades de payer 30 € de leur poche. Ce forfait devait rapporter 6 millions, mais il risquait d'en coûter 20. Parce que des malades qui laissent leur état s'aggraver finissent par coûter beaucoup plus cher. Donc, une fois élu, François Hollande supprime ce forfait de 30 €. Mais en 2013, c'est le dérapage. La facture augmente de 28%, 744 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 30 000 bénéficiaires de plus en un an. Et parce que les frais d'hospitalisation ont explosé, plus 26%. Et ça va continuer. En 2015, l'État prévoit déjà une rallonge de 73 millions d'euros. Il y a évidemment des abus et des fraudes. Fausses cartes chinoises, filières géorgiennes, consultations fictives, surfacturation dans les hôpitaux. Voilà pour la vision comptable. Derrière ces chiffres, il y a officiellement 282 000 personnes, dont certaines gravement malades et parfois contagieuses. Alors, soigner les sans-papiers, c'est peut-être cher, mais c'est aussi une façon d'éviter les épidémies. Et c'est encore un principe, en France, on soigne tout le monde. Vous, Malek Bouti, je crois que vous étiez contre la suppression du forfait de 30 €. Oui. Vous étiez un des rares au Parti Socialiste. Oui, j'étais contre parce que je pense que moi, je soutiens l'aide médicale d'État. Je pense que ce n'est pas une politique envers les étrangers ou les sans-papiers, ça n'a rien à voir, c'est une politique de santé publique. Mais je considère qu'il est tout à fait normal que les gens puissent participer. Il arrive qu'il y ait des indigents, qu'il n'y ait vraiment même pas 30 €, mais il y a des organisations, il y a des aides charitables pour les aider. Mais il m'aurait semblé absolument normal, quand vous bénéficiez de la solidarité d'un pays, de montrer un acte, même symbolique, 30 €, ça n'a rien à voir avec les frais engendrés, mais même symbolique de votre participation. Voilà, je pense que... Vous avez voté contre donc la suppression du forfait? Franchement, je me souviens même pas du vote, parce que parfois les votes sont automatiques. Mais oui, des fois on n'est pas dans la séance quand il y a un vote, ça arrive. Donc vous n'avez pas voté contre en fait? Mais j'étais... Non, parce que je suis pas... Le problème, c'est pas mon vote qui compte, je suis pas là en train de me sauver. J'ai essayé de donner un argument à mon gouvernement, en tout cas ma majorité, de leur dire c'est une bêtise d'avoir fait ça, parce que on pense rendre service aux gens, on ne leur rend pas service. Je pense, moi, que même quand on est sans papier, on doit être traité dignement et pas par charité. Et c'était une mauvaise idée, je pense. Maintenir l'aide médicale d'État, surveiller pour éviter la gabegie, pour éviter les filières de ceux qui en profitent. Il y en a quelques-uns, mais c'est epsilon. Mais je pense que quand on bénéficie de la solidarité nationale, ce geste-là était un geste qui montrait qu'on se sentait appartenir à cette solidarité. Ça, voilà, je crois que le gratuit, c'est un mauvais service qu'on rend aux gens, surtout quand ils sont en difficulté. Et vous, Barbara Pompili, vous avez voté pour la suppression de ce forfait ou contre? Oui. Oui, bien sûr. Non, mais cette question, c'est une question double. D'abord, moi, je réfute toute histoire d'appel d'air. Je ne comprends même pas qu'on se pose cette question quand on va sur une coquille de noix au milieu de la Méditerranée en risquant sa vie. C'est pas pour taper à la porte de la CAF, quoi. C'est vraiment. On n'est plus sur. Je pense que c'est vraiment un autre problème. Je pense qu'il y a un autre problème, c'est que les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler. Je trouve que c'est une erreur et qu'ils devraient pouvoir travailler parce que ça leur permettrait déjà d'être indépendants, de s'intégrer, de pouvoir penser à l'avenir. Il y en a malheureusement, mais il est au noir du coup. Donc moi je préférerais qu'on travaille là-dessus. Mais sur l'AME en tant que telle, d'abord, quand il y a des êtres humains, on les soigne et ensuite c'est une question simple, c'est une question que dans les populations migrantes, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui sont porteuses de maladies qui peuvent être plus ou moins graves. Si elles ne sont pas soignées avec l'AME, eh bien, les personnes sont dans la nature et donc peuvent être plus malades, peuvent provoquer des épidémies, etc. Juste, cela vous les soignez, Louis Alliot, c'est ce que vous dites. Je ne veux pas parler d'Ebola en disant que les immigrés sont porteurs d'Ebola, mais je tiens simplement à dire qu'aux États-Unis, le premier mort d'Ebola est quelqu'un qui a été refusé la première fois
par les hôpitaux parce qu'ils n'avaient pas de couverture maladie. Et qu'on aurait certainement évité des dégâts s'il n'y avait pas... Et puis vous savez très bien que quand on demande à payer une part forfaitaire, les gens parfois ne peuvent pas payer cette part forfaitaire et ne viennent pas. Clairement devant une pompe aspirante, voilà la vérité. C'est que la France a toujours soigné des malades qui, dans l'urgence, ne sont pas français, n'avaient aucune couverture. Alors, si vous supprimez l'AME, on n'aura plus la trace du coût de ces soins, en fait. C'est pas vrai. Si, parce qu'il y a quand même, les hôpitaux étaient obligés de faire des rapports et les médecins aussi. Et donc cette somme, ça ne s'appellera pas l'AME, mais ce sera toujours une AME. Là, c'est 800 millions d'euros. C'est évidemment... Certaines personnes en profitent pour faire ce que nous appelons du tourisme sanitaire, c'est-à-dire ils viennent se faire soigner en France, et c'est clairement une forme d'aide que nous devons supprimer, chose à laquelle d'ailleurs l'UMP n'a pas voté. Il y avait eu un rapport parlementaire de Claude Coasgen qui disait que c'était vraiment très très marginal. Combien de personnes d'après vous? Je ne sais pas, demandez à vos services, vous faites non, mais je sais pas, c'est vous qui voilà. donnez l'information là. Vous dites il y a des gens, il y a des filles. Combien ça représente de personnes? Très certainement, au regard du nombre de personnes qui sont soignées, au-delà de 50% aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est donc de la propagande. Gérald Darmanin, je précise que Nicolas Sarkozy a quel vraiment... chiffre avez-vous, monsieur Bouty? Louis Alliot, moi, je pense que j'ai même reconnu qu'il pouvait y en avoir, mais je pense sincèrement que ce n'est pas le cœur de la masse des frères en Vous avez dit que vous n'aviez pas le chiffre. Mais ça, c'est de la propagande. Pendant qu'on permet 800 millions d'euros d'AME, en revanche, on rabote les allocations familiales et pour permettre justement ce genre de solidarité à deux vitesses. Gérald Darmanin, Nicolas Sarkozy a bien changé son fusil d'épaule sur ce dossier. En 2012, il disait qu'il fallait soigner tout le monde, qu'il n'était pas question de... Et puis là, l'AME, tout d'un coup, il veut la supprimer. Alors d'abord, c'est le gouvernement de Nicolas Sarkozy et de François Fillon qui a établi le forfait. Oui. Donc c'est quand même important de le dire. Non, mais je dis, à ce moment-là, oui, il était pour. Non, mais attendez, il y a un forfait. Je crois que ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que c'est une question très compliquée et très difficile parce qu'on touche à l'humain. Donc je veux bien qu'on jette des chiffres qu'on n'a pas d'ailleurs à la tête, mais c'est pas les Français qui ont toujours soigné, c'est les médecins. Les médecins, pour le coup, vous l'avez pas voté. Les médecins soignent, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui se présente et qui est en situation de grand danger. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un débat, je crois, Mme Pompili, qui dépasse l'humanité. On n'est pas aux États-Unis, et j'allais dire heureusement. Cependant, la question qui se pose, parce que moi je suis pour cette suppression, la question qui se pose, c'est en fait le Français qui regarde cette difficulté et qui croit les discours qu'on dit, et finalement, sur certains points, il a raison, sur celui-là, le Français qui a la CMU a moins de droits que le Français qui est à l'AME. L'étranger, sans papier qui est à l'AME. Et là, il y a une vraie distorsion qui est tout à fait inacceptable pour le pacte républicain. Et moi, je soutiens la proposition de Xavier Bertrand qui veut supprimer cette AME parce que je crois que d'un seulement, le gouvernement... Il n'y a pas que nous qui nous posons des questions. Le rapport de Claude Coasgen est excellent. Madame Touraine elle-même dit bon, on va commencer. Ce rapport dit justement que ce tourisme médical est extrêmement marginal. On va commencer à regarder, dit Madame Touraine, combien on va dériver pour voir si on ne peut pas raboter un petit peu. C'est ce que dit la ministre socialiste aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne rend pas un service. Moi, je crois qu'effectivement, il y a des gens qui fraudent, qu'effectivement, il peut y avoir des gens qui font de l'opportunisme dans les problèmes sanitaires, et qu'en même temps, on ne peut pas balayer d'un revers de la main des gens. Et si on supprime l'AME, on la remplace par quoi? Oui, si on supprime l'AME, qui paye les médecins qui soignent gratuitement les gens? Mais je suis président du conseil national de l'hôpital de Tourcoing, Madame Pompili. Quand quelqu'un se présente et qu'il n'a pas de papier, pas moyen de payer, on le soigne. Et à la fin, effectivement, c'est la société qui rembourse, entre guillemets, qui paye l'acte médical, et on met en non-valeur. Les cas les plus graves. C'est un drame budgétaire, mais les médecins soignent. Effectivement, là le vrai problème, c'est qu'en institutionnalisant, mais c'est pas les médecins, c'est l'hôpital, c'est-à-dire nous tous. Oui, mais il n'y a pas d'argent public, il n'y a que l'argent des contribuables, Madame Pompili. En institutionnalisant l'AME, vous créez véritablement, je crois, une difficulté. Sous prétexte de bon sentiment, qui est que les Français n'acceptent plus. Non, les Français n'acceptent plus ça parce qu'on n'en a plus les moyens. Juste un mot, Malek Bouty et Guillaume Daré va rentrer. Oui, je voudrais rappeler que quand l'AME a été instituée, sous le gouvernement Jospin, absolument, c'est parce qu'il y avait un retour de la tuberculose en France. Ce que je veux dire par là, c'est que si on s'occupe des gens, quand je dirais cliniquement on s'aperçoit qu'ils sont malades, on pourra guérir les gens peut-être ou s'occuper d'eux, mais il y a un problème de surveillance sanitaire qui était posé et qui était très sérieux. Et comme on vient d'évoquer préalablement un débat avec des populations qui vont, qui viennent, etc. L'autre chose qui pourrait être surprenante, moi, ce qui me surprend, c'est que c'est un pays qui trouve absolument normal de ne pas régler la situation des gens. C'est-à-dire ce qui devrait être notre préoccupation à nous, dirigeants politiques. C'est qu'il n'y ait plus de gens qui soient sans papier en France, qu'on ait une vraie politique d'immigration intelligente en amont, qui fasse que, bon, il y en aura toujours, mais qui est
plus une politique où on se régularise ici en France, mais en amont. Parce qu'à ce moment-là, ce problème de l'AME, si vous voulez, il serait réglé. Si on continue, si vous voulez, à considérer, à empiler les problèmes et à trouver des solutions à l'empilement des problèmes, alors un jour, il n'y a plus rien qui tient. C'est l'heure de faire un point sur la perception des débats par les internautes. Guillaume Darey, expliquez-nous. Alors, deux types de réactions. Des réactions déjà d'abord au reportage d'Alice Gauvin qui a été fait à Calais et des reportages à votre débat. Pour ce qui est du reportage, eh bien, c'est très tranché. Il y a deux côtés, ceux qui veulent aider les migrants et ceux qui s'y opposent. Regardez ce tweet. Plus des associations viendront en aide aux migrants clandestins, plus ceux-ci seront nombreux et donc en situation difficile, explique cet internaute. À l'inverse, on a G. Laval qui explique et qui se dit ému par ce reportage et le travail formidable des associations. Voilà pour ce qui a été du reportage. Ensuite, pour votre débat, ce qui s'est dégagé, beaucoup d'internautes ont l'impression d'une forme d'impuissance un petit peu des politiques et de l'État. L'immigration restera un problème tant que l'on se demandera comment les renvoyer chez eux et non pourquoi ils sont revenus ou pourquoi ils sont venus, dit Ludovic Gracian. Impuissance de l'État également. Quid de l'Europe, quid des pays d'où sont partis tous ces migrants? C'est ce que se demandent beaucoup d'internautes. Ne faut-il pas davantage travailler avec eux et avec l'Union européenne, zone de transit ou zone d'installation, dit Adrien Joly. Le problème est malheureusement le même. Il n'y a aucune unité européenne, déplore-t-il. C'est difficile de travailler avec les pays en guerre d'où ils sont partis. Tous en guerre. Et puis pour cela, en tout cas. Petites précisions, deux petites questions qui sont faites par les internautes. À vous, Louis Alliot, et à vous, Gérald Darmanin. La première à vous. Vous avez parlé du rapport avec Malek Bouti des certains dictateurs arabes avec les différents partis politiques. Certains internautes soulignent qu'il existe des photos et des rencontres entre Jean-Marie Le Pen et Saddam Hussein. Ah oui, oui, oui. À l'époque, après la première guerre d'Irak, et avant, aux Irak, et les rapports qu'il y avait entre les RPR et Saddam Hussein, ou le Parti socialiste et le Parti Baas. Après cet épisode-là, c'était pendant la guerre en Irak, pour aller chercher d'ailleurs des otages en Irak. C'était quand Saddam Hussein était quelqu'un de bien, en fait, c'est ça? Ah non, justement. Nous étions, nous, contre la première guerre d'Irak. Ouais. Et Jean-Marie Le Pen était allé là-bas pour aller chercher des otages, qui étaient des otages européens. Et ensuite, il y a eu une association SOS Enfants d'Irak pour venir en aide aux enfants irakiens victimes du blocus américo-français, on va dire, ou américo-européen, qui a fait là aussi des millions de morts. Non, il n'y avait pas de millions de morts. Vous voyez comment on dit n'importe quoi. Ah bon, vous étiez sur place? Oui, mais j'étais en Irak, oui. Ah bon? Eh oui, et après la première guerre. Avec Saddam Hussein, alors? Pas de chance. Non, j'étais dans une délégation, j'ai été là-bas, voir, observer ce qui se passait. Il n'y a pas eu d'enfants morts? Vous n'avez pas de chance. Il n'y a pas eu d'enfants morts de blocus par la faim? Il n'y a pas des millions d'enfants morts. Non, ce n'est pas vrai, monsieur. Donc, vous voyez, je vous ai pris la main dans le sac. La main dans le sac? Oui, parce que vous avez compté là-bas en Irak? Absolument, absolument. Guillaume Darey, une autre question à Gérald Darmanin, c'est ça? Alors, une question justement par rapport aux propositions qui sont faites à chaque meeting du candidat dont vous êtes le porte-parole, Nicolas Sarkozy, qui dit il faut même faire plus que réformer Schengen. Il faut, dit-il, je crois il a dit aujourd'hui à Nancy, faire une politique de la chaise vide. Certains soulignent que la Grande-Bretagne ne fait pas partie des accords de Schengen et que pourtant ce pays est lui aussi confronté à un problème d'immigration. Donc est-ce que réformer Schengen, voire faire cette politique de la chaise vide, c'est la solution? La politique de la chaise vide, c'est parfois une politique difficile dans la grande tradition gaulliste pour accepter pour les autres pays européens ce qu'un pays souverain a le droit de demander. Personnellement, je me sens extrêmement libre avec cette position. Je n'ai pas voté le traité constitutionnel et je n'ai pas voté le traité constitutionnel budgétaire. Je crois que nous devons retrouver certes des frontières, mais pas dans un sens idéal, comme peut le penser le Front National fermé, hermétique. Je pense qu'en même temps, il y a un vrai débat entre les socialistes qui proposent d'étendre Schengen et nous qui proposons de le redéfinir. C'est terminé. Merci beaucoup, Guillaume Darey, et merci à tous d'être venus débattre sur le plateau de Mots Croisés. On se retrouve dans 2 semaines. Pour l'heure, vous avez rendez-vous avec La Chienne. C'est un film de Jean Renoir avec Michel Simon. Je vous souhaite une très bonne nuit cinéma sur France 2.